Et salut YouTube, merci d'être là. Aujourd'hui, intro vraiment sobre, ça nous change pour une fois, parce que je le sentais pas, je viens juste de finir de lire plein de trucs ultra badants, et du coup là, j'avais prévu de faire du beatbox, et je me suis dit, ah. En tout cas, merci d'être avec nous, merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit en s'abonnant, en laissant un pouce en l'air, un petit commentaire, ou celles et ceux qui soutiennent sur Tipeee, le lien est juste en dessous dans la description. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez difficile, puisqu'on va parler d'un attentat terroriste qui est survenu en France samedi dernier. On va essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que cette fois-ci, particulièrement, on a décidé de considérer que ça relevait du terrorisme, pourquoi ça n'a pas été fait les fois précédentes. On va essayer de pousser l'analyse vraiment au bout et de se demander, y a-t-il ou non un angle mort de l'antiterrorisme en France lorsqu'on parle des violences d'extrême droite. Samedi soir à Puget-sur-Argent, dans le Var, Christophe B., un homme de nationalité française âgé de 53 ans, a assassiné Hichem Miraoui, l'un de ses voisins de nationalité tunisienne. Il en a aussi blessé un autre de nationalité turque. Il s'est ensuite enfui en voiture, armé d'un pistolet automatique, d'un fusil à pompe et d'une arme de poing. Selon des informations du Parisien, certaines de ces armes étaient légales, puisque le meurtrier présumé était inscrit dans un club de tir sportif. Avant et après les faits, Christophe B. a publié plusieurs vidéos sur Facebook où il appelle les Français à, je cite, « se réveiller face aux islamistes, aux sans-papiers et aux gauchos et aller les chercher là où ils sont ». Le journal Le Monde a pu avoir accès à ces vidéos. Je vais vous en citer quelques passages. Alors vraiment, je précise, c'est pas du tout par plaisir morbide, mais parce que en fait, ça va nous servir à mener une analyse un peu plus étendue et notamment à réfléchir à est-ce qu'il faut ou non qualifier l'acte comme relevant du terrorisme. Première citation. Ce soir, on dit stop. Stop aux islamistes de mes deux, putain de Français de mes deux, là, réveillez-vous, sortez vos couilles, allez les chercher là où ils sont. Vous allez voir ce soir, on fait un carton, ce soir, on va s'amuser. Ce soir, je vais mourir, je vais crever. Moi, il n'y a pas d'allégeance à Al-Qaïda ou quoi que ce soit, moi c'est l'inverse, c'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. Gardez les éléments en tête, hein, je le redis, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que ça va être très très important pour le qualificatif de terrorisme après. Dans une autre vidéo, il fait référence directement et explicitement à l'extrême droite et notamment au Rassemblement national. Il explique « Je sais pas quoi vous dire, je suis fatigué, l'État n'est pas capable de nous protéger, de les renvoyer chez eux. Jean-Marie Le Pen nous l'avait dit qu'on serait dans la merde, on est dans la merde. Alors je suis pas un pro RN, mais voilà, si Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne passe pas, les mecs, réveillez-vous parce que vous allez vous faire enculer. » On voit dans cet extrait qu'il y a des références extrêmement nettes et explicites au RN, à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, au fait que le terrorisme appelle de ses voeux à ce que le Rassemblement national soit élu. Je le redis, hein, si Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne passent pas, il insiste là-dessus. Donc on voit qu'il y a une allégeance forte à l'extrême droite, d'autant plus forte que l'Humanité a souligné que sur sa page Facebook, Christophe B. il relayait les publications de Marine Le Pen, du maire RN de Fréjus, David Racheline, ou de l'ex-député Gilbert Collard. Et du coup, on a affaire à quelqu'un qui clairement exprime son allégeance à l'idéologie d'extrême droite. Dernière citation, et elle va être très très importante, Christophe B. a aussi exprimé sa volonté de donner à son acte une portée médiatique. Il a dit, je cite encore, « Ce soir je fais un carton, ce soir je suis mort, après vous me verrez aux infos, je meurs pour la France, je meurs parce que j'en ai plein le cul de tous ces gens de merde, j'en ai plein le cul des gauchos et plein le cul de tous ces gens qui défendent ces salopards. » On retrouve les personnes habituellement ciblées dans les discours de l'extrême droite, les personnes étrangères, les personnes immigrées, les personnes musulmanes et les personnes idéologiquement à l'opposé, donc les personnes de gauche. Si vous suivez les débats médiatiques aujourd'hui tels qu'ils sont menés par l'extrême droite et les personnes qui reprennent les idéologies de l'extrême droite, difficile de ne pas remarquer que les personnes ciblées sont les figures repoussoires d'un discours politique qu'on retrouve au Front National, qu'on retrouve chez Éric Zemmour et d'autres membres de toutes les obédiences d'extrême droite, mais qu'on retrouve aussi aujourd'hui jusqu'au ministère de l'Intérieur chez Bruno Retailleau, qui cible régulièrement le lien soi-disant démontré selon lui, alors que rien de scientifiquement ne le montre, entre les étrangers et la délinquance, qui parle aussi régulièrement d'islamo-gauchisme, etc., etc. Il y a quand même
quelque chose qui est produit par des discours politiques, qui sont des discours politiques qu'on entend absolument partout aujourd'hui et qui sont en train de produire des représentations, et ces représentations conduisent parfois à la violence. Pour le coup, si vous avez vraiment envie de creuser le sujet, désolé, c'est le sujet de mon bouquin, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est ce que je raconte dans La peur et la haine par A plus B, et j'ai largement démontré, je pense, à quel point les discours politiques aujourd'hui sécuritaires, qui sont fondés sur des représentations xénophobes, sont en train de fabriquer de la violence meurtrière dans notre pays. On va revenir à notre affaire. Donc, on a eu donc ce meurtre samedi, on a la série de déclarations dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'ensemble de ces éléments a conduit à un truc plutôt rare, puisque le parquet national antiterroriste, donc le fameux PNAT, si vous êtes déjà intéressé au sujet, vous en avez déjà entendu parler, donc le fameux PNAT a décidé de se saisir des investigations, et ils ont donc ouvert une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroristes criminels et assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race ou de la religion. Pourquoi je dis que c'est plutôt rare? Tout simplement parce que depuis la fondation du PNAT, il y a 6 ans, en 2019, c'est la première fois que le PNAT se saisit d'un meurtre possiblement inspiré par l'extrême droite. Je le redis, c'est la première fois que le PNAT se saisit d'un meurtre possiblement inspiré par l'extrême droite. Attention, je précise, c'est la première fois que le PNAT se saisit d'un meurtre, mais c'est pas la première fois que le PNAT se saisit d'une affaire terroriste liée à l'extrême droite. Ils ont déjà ouvert une vingtaine d'enquêtes terroristes pour des faits liés à l'extrême droite, mais c'est globalement toujours des projets d'attentats déjoués comme le projet Waffenkraft par exemple, et jamais des meurtres. Et ça pose quand même plutôt pas mal de questions, je pense. Pourquoi ? C'est la première fois que le PNAT se saisit dans une affaire de meurtre. Surtout que, vous allez voir, on va en faire un petit récapitulatif, depuis la création du PNAT, on n'est quand même pas au premier meurtre commis par l'extrême droite. Il y en a quand même un certain paquet, dont beaucoup, quand on les voit, dont on se dit, mais en fait, ça pourrait largement rentrer dans la case terrorisme. Donc pourquoi le PNAT ne s'en saisit pas à chaque fois? Pour essayer de répondre à cette question, on va faire un petit état des lieux des meurtres commis au nom de l'extrême droite ces dernières années, et depuis la fondation du PNAT, hein, on ne va pas remonter avant. Donc vous allez voir, c'est quand même assez édifiant, parce qu'il y en a eu un paquet malheureusement, et je ne vais pas tout détailler à chaque fois, évidemment, ce serait beaucoup trop long, mais je vais essayer au moins de rappeler les éléments les plus marquants. Ça nous permettra de nous mettre les choses en tête et de nous demander à chaque fois, mais est-ce que ça aurait pu ou pas être qualifié d'attentat terroriste? En 2022, Federico Martin Aramburu est assassiné sur un motif raciste par 2 membres du GUD, un groupuscule d'extrême droite proche de Marine Le Pen. La même année, Martial Lanoir, un néo-nazi, assassine un jeune homme d'origine marocaine. En 2023, c'est William Mallet, un suprémaciste blanc, qui a exécuté 3 Kurdes dans un centre de la rue d'Angien. Arrêté en vie, il s'est présenté aux enquêteurs comme, je cite, un tueur raciste, et il a déclaré « J'avais envie de faire un attentat ». En 2024, le 31 août, Jamel Benjabala, 43 ans, a été tué par un membre du groupuscule fasciste Brigade française patriote qui le qualifiait, je cite, excusez-moi d'utiliser le terme mais ça va être important aussi, donc qui le qualifiait, je cite, de bougnoul. Dernier meurtre en date avant celui commis par Christophe B, le 28 avril 2025, Aboubacar Cissé, un jeune homme de 22 ans, est assassiné dans une mosquée du Gard. L'auteur présumé Olivier H lui aurait asséné plus de 40 coups de couteau, puis il se serait filmé à côté de sa victime en tenant des propos islamophobes. Ça fait beaucoup. On est en 2025, c'est le 2e meurtre. On en a eu un en 2024, on en a eu 3 en 2023, on en a eu 2 en 2022. Ça fait un sacré paquet de personnes assassinées par des représentants de l'extrême droite. Comment c'est possible que le PNAT se saisisse d'un meurtre pour la première fois en 2025? Pourquoi dans toutes ces affaires, aucune n'a été retenue comme terroriste? Plutôt qu'aller tout de suite supposer des intentions malveillantes ou je ne sais pas quoi, on va d'abord essayer de regarder ça avec des yeux de juriste et se demander comment le PNAT réfléchit dans sa qualification. Comme je suis pas juriste, en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément compétent sur tout. J'ai préféré demander de l'aide et donc j'ai demandé à Héloïse, qui tient un compte Instagram qui s'appelle Le Droit de comprendre le droit, de me donner des informations. Évidemment, d'abord, énorme dédicace à elle. Merci beaucoup pour son temps. Allez suivre son compte qui est super intéressant. Je redis le nom, Le Droit de comprendre le droit. Je vous mettrai le lien en description sur YouTube. Et si jamais je dis des bêtises, évidemment, ce n'est pas sa faute. N'allez pas lui dire qu'elle m'a mal dit des trucs et tout. C'est sûrement que moi,
excusez-moi, j'ai mal compris quelque chose, vous m'en excuserez, j'ai fait de mon mieux pour essayer de à la fois synthétiser les choses pour vous les rendre claires et aussi pour me les rendre claires à moi-même. Donc si par malheur j'ai perdu une nuance quelque part, je m'en excuse, mais ça reste toujours un peu complexe de traiter ce genre d'affaires, hein. Ce que m'a expliqué Héloïse, c'est que déjà toutes les infractions horribles, toutes les violences graves, racistes, sont pas forcément considérées comme des infractions terroristes. En fait, juridiquement, il y a une définition stricte de l'infraction terroriste qui désigne, je cite, une infraction qui vise à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est un cadre spécifique dans lequel, si vous lisez bien la phrase, en fait, l'idéologie de l'auteur, c'est important. C'est pas juste un truc comme ça qui compte pas, mais c'est pas forcément ça qui est le plus central. C'est pas autour de ça qu'on va fonder la dimension terroriste d'un crime. En fait, la justice, elle va plutôt se focaliser sur deux autres trucs, à savoir le mode opératoire, donc l'intimidation ou la terreur, hein, je reprends la définition, une infraction qui vise à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, donc le mode opératoire, ça va être l'intimidation ou la terreur, et à côté, l'objectif, donc troubler gravement l'ordre public. Du coup, un meurtre peut être raciste, islamophobe, antisémite, sans être forcément terroriste. Je cite un article du Monde sur l'affaire. Donc c'est un article qui a été écrit sur l'affaire Christophe B qui est survenue samedi. Et dans l'article du Monde, le journaliste écrit « Dans le cas du meurtre de Puget-sur-Argent, le PNAT a considéré qu'il était à la fois raciste et terroriste, parce que la dimension dans laquelle son auteur a inscrit son crime dépassait son passage à l'acte individuel et son mobile raciste. La portée que le mis en cause a donnée à son acte à travers ces vidéos va au-delà de l'action individuelle, explique une source proche de l'enquête. Il y a une volonté de troubler gravement l'ordre public par la terreur. Le journaliste du Monde, il fait ensuite le parallèle avec le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard qui a eu lieu du coup il y a un mois et qui, cette fois, n'a pas été qualifié de terroriste. Et il explique que, selon le PNAT, ça a une logique. Je cite encore, « L'auteur du meurtre d'Aboubacar Cissé à la Grande Combe n'avait, lui, pas inscrit son passage à l'acte dans une dimension plus vaste en appelant par exemple à cibler une population. Les premiers éléments de l'enquête avaient en outre mis en évidence de possibles pathologies psychiatriques. Le sujet Olivier H avait exprimé sur les réseaux sa volonté de devenir un tueur en série, mais sans désigner une communauté en particulier. » On voit au final que c'est assez subtil cette question et que ça peut être sujet à beaucoup d'interprétations pour déterminer exactement ce fameux objectif de troubler grandement l'ordre public par la terreur. On a deux affaires assez rapprochées qui se ressemblent quand même pas mal, avec à chaque fois un tueur au motif islamophobe ou xénophobe qui se filme et qui a une revendication de violence. Dans un cas, le PNAT dit là c'est du terrorisme, dans l'autre il dit non parce que il considère que c'était pas forcément pour cibler une communauté, etc., etc. Comme m'a expliqué Héloïse donc du compte Instagram Le Droit de comprendre le droit, c'est qu'au final, ce qu'il faut comprendre avec les infractions terroristes, c'est qu'elles visent plutôt généralement d'abord à prévenir des crimes terroristes et les empêcher de se commettre. C'est des infractions, elle m'a dit, qu'on appelle infractions obstacles, en gros des infractions préventives comme celle d'association de malfaiteurs terroristes qui désigne un groupe formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Donc l'objectif, c'est de saisir pénalement l'intention terroriste pour en gros l'empêcher de se matérialiser, empêcher qu'il y ait un attentat, quoi. Et c'est pour ça que le PNAT se saisit beaucoup plus souvent de projets d'attentat que de meurtres concrets. Quand on parle de violence d'extrême droite, les choses elles se compliquent encore plus. Comme explique une source proche de l'enquête à l'Humanité, contrairement aux dossiers de terrorisme djihadiste qu'on peut rattacher à des groupes terroristes existants, en matière d'ultra-droite, il n'y a pas de groupe qui aurait cette qualification de terroriste d'un point de vue judiciaire. Chaque dossier doit donc être étudié au cas par cas à l'aune de 3 éléments: la gravité intrinsèque de l'acte, la personnalité de l'auteur et le trouble grave à l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En résumé, ce qu'on peut en retenir de ça, c'est qu'il y a une certaine logique juridique derrière le fait de voir le PNAT ne pas se saisir systématiquement lors de meurtres commis par l'extrême droite. En fait, quand le PNAT décide à un moment donné de dire, alors que nous on a vu un meurtre horrible, islamophobe, où il y a une vidéo qui a été faite, etc. et tout, et que le PNAT dit non mais pour nous c'est pas terroriste, en fait c'est pas forcément le fruit d'une intention malveillante, c'est juste une conception juridique spécifique à laquelle le PNAT se réfère. Maintenant, la question qu'on a tout à fait le droit de poser, c'est est-ce que cette conception juridique,
elle n'a pas des angles morts qui deviennent de plus en plus évidents au vu de l'actualité de la violence d'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en France dans la surveillance et la prise en compte de la menace terroriste, surtout celle liée par exemple à des opérateurs solitaires issus de l'extrême droite? Parce que, je vous le rappelle, tous les cas que j'ai cités, de William Mallet à Loïc Le Priol, en passant par le meurtrier de samedi, tous ces cas-là, ils sont à peu près similaires, c'est-à-dire qu'on a un homme isolé qui agit d'un coup et qui assassine de manière quasi spontanée, on pourrait dire, et qui rentre dans la catégorie qu'on appelle les loups solitaires. Donc c'est un terme que normalement on évite d'utiliser, le terme loup solitaire, parce qu'il pourrait être perçu comme valorisant par des personnes qui pourraient décider de s'en habiller, quoi, d'une certaine manière. Donc on essaie de pas trop s'en servir, on utilise plutôt le terme opérateur solitaire ou opérateur isolé. Cela dit, bon, alternativement, là, dans la suite de la discussion, je redirai peut-être loup solitaire pour que ce soit plus facile à comprendre pour la plupart d'entre vous. Je voudrais revenir sur la source proche de l'enquête qu'a cité Luma tout à l'heure et qui disait, je cite, « Contrairement au dossier de terrorisme djihadiste qu'on peut rattacher à des groupes terroristes existants, en matière d'ultra-droite, il n'y a pas de groupe qui aurait cette qualification de terroriste d'un point de vue judiciaire. » Et ça, c'est intriguant. On voit en fait dans ce discours que le djihadisme occupe une place vraiment spécifique, que le djihadisme a sa place à part dans notre représentation terroriste. Et ça pose question. C'est ce qu'Héloïse m'a souligné aussi. Elle m'a dit que l'énorme majorité des dossiers du PNAT sont des dossiers relatifs au terrorisme islamiste et que, par exemple, en 2024, la menace djihadiste représentait 80% de leurs procédures. Je rappelle qu'en France, on est un des pays avec la menace d'extrême droite la plus importante. Donc, on peut vraiment se demander cette disproportion des dossiers du PNAT sur la menace djihadiste. Est-ce que c'est lié à une disproportion des actes djihadistes ou est-ce que c'est lié à une disproportion de l'attention du PNAT pour un certain type d'acte plutôt qu'un autre? La réponse, c'est plutôt le deuxième cas. Et si on regarde comment fonctionne la culture française autour de la question du terrorisme, on se rend compte qu'on est dans une culture juridique bien particulière à ce sujet. Depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan en 2015 et dans le contexte post-11 septembre, en fait, en France, on a vraiment focalisé l'attention des forces de sécurité sur le djihadisme et rien que le djihadisme, et plus largement sur l'idée d'un espèce de terrorisme qui serait uniquement structuré par des organisations militaires, qui seraient des organisations étrangères comme Al-Qaïda ou l'État islamique. C'est comme si en France, tout acte terroriste qui ne reprend pas précisément les modalités d'agir du djihadisme serait exclu des représentations collectives et, in fine, exclu de notre cadre juridique. Il n'y a qu'à voir, si on veut s'en convaincre, la différence de traitement médiatique entre une affaire comme l'affaire Samuel Paty, qui est indéniablement grave, indéniablement terroriste, on est bien d'accord, on ne remet pas ça en question. Mais le traitement de l'affaire Samuel Paty, si on le compare à la manière dont les médias ont traité le meurtre de samedi, c'est incomparable. C'est incomparable, c'est le jour et la nuit. Dans le premier cas, on a une émotion nationale, tous les politiques sont sur le pont, les médias font leur une, etc., etc. Dans le second cas, c'est à peine un fait divers qu'on traite très très mollement. Et ça, en fait, ça se voit. Hein. Un journal qui s'appelle Tunisie Numérique, qui est un média tunisien, en a parlé et le journal déplore que, je cite, 3 jours après les faits, le meurtre d'Hichem Miraoui, commis par Christophe B, soit devenu un acte raciste qui indigne sans faire la une et que, je cite encore, malgré la gravité des faits, la couverture médiatique de l'événement demeure extrêmement discrète. Il y a quelque chose, en fait, qui ne crée pas l'émotion collective à laquelle on s'attend après un attentat. On ressent rien. Mais moi-même qui suis quand même bien câblé sur ces sujets-là et tout, j'ai du mal à ressentir la peur et l'émotion et tout. J'habite à Marseille, c'est arrivé dans le Var. Hein. C'est vraiment, il y a eu un attentat à côté de chez moi. Je le ressens pas. C'est pas ma faute, en fait. C'est que c'est pas créé. L'émotion publique, l'émotion collective, elle se construit médiatiquement. Si les médias ne s'emparent pas de quelque chose, si les médias ne montrent pas ne serait-ce que la tristesse, la peur des gens, la manière dont ce crime atroce, il a un écho dans la société et tout, on a du mal, en fait, à le ressentir nous-mêmes. Ça nous travaille pas de la même manière, quoi. Hein. Le choc qu'on a pu avoir autour de l'affaire Samuel Paty, autour de Charlie Hebdo, etc., qui est un choc très légitime, hein, je ne veux pas dire qu'il n'est pas légitime, qui est un choc très légitime, c'est un choc qui a été produit en partie par les médias qui ont construit cette émotion collective. Et c'est pas malsain, ça nous permet de fabriquer collectivement une idée, en fait, qui est qu'il y a une menace qui est tournée vers nous en tant que peuple, vers notre société, vers notre démocratie, et on le ressent dans notre chair parce que ça nous atteint. En gros, le terrorisme, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête. Le terrorisme, en termes de risque pour la vie, est un risque mineur. Ça,
c'est indéniable. Les chances statistiques que vous mouriez dans un attentat, quel qu'il soit, sont extrêmement faibles. Mais le terrorisme est important, et on en parle beaucoup, parce qu'il a un sens politique. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui tue quelqu'un. C'est quelqu'un qui attaque une idée, qui attaque une partie de notre pays en tant que démocratie, qui nous attaque finalement en tant que collectif, en tant que peuple, en tant que population unie sous la bannière drapeau français, quoi qu'on y mette. Et c'est pour ça qu'on ressent une émotion très forte. Il y a une idée très centrale à avoir lorsqu'on parle de la sociologie du risque, c'est que la peur s'absout du danger. Les choses qui nous font le plus peur ne sont pas forcément les choses qui sont le plus dangereuses pour nous, ce sont les choses auxquelles on a rattaché la plus forte charge émotionnelle. C'est le fameux exemple des requins et des vaches. Si vous regardez les statistiques, il y a beaucoup plus de gens chaque année qui sont tués en traversant un champ par une vache que de gens chaque année qui sont tués par un requin. Pour autant, si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un animal terrifiant et vous dire quel animal risque de vous tuer un jour, vous allez imaginer beaucoup plus facilement un requin qu'une vache. Donc c'est pour ça qu'on dit la peur s'absout du danger. Donc ce qui va construire nos peurs, c'est la manière dont on va mobiliser l'émotion collective autour d'un sujet, autour d'une actualité spécifique. Le fait que on ne ressente rien, que la peur ne se construise pas lorsqu'il y a des attentats ou des violences d'extrême droite, vient justement de notre incapacité à mobiliser émotionnellement autour de ça dans les discours médiatiques, politiques, etc., etc. C'est la construction sociale de l'objet terrorisme d'extrême droite qui est défaillante. On constate qu'il y a un problème dans la couverture médiatique de ces événements qui est beaucoup trop discrète. Et en fait, je me dis à nouveau, attention à ne pas prêter des intentions malveillantes et de se dire, mais est-ce que ça vient pas d'ailleurs ? Est-ce que le problème, c'est pas qu'en France, on est obsédé par le djihadisme ? Oui, le djihadisme existe, c'est un fait et c'est grave et il faut faire très attention et il faut s'en occuper. Mais l'actualité de ces dernières années a largement démontré qu'il y a une autre menace qui s'est elle aussi énormément développée, celle de ces fameux opérateurs isolés, les loups solitaires, issus de mouvements complotistes d'extrême droite et qui tuent. Et cette menace, elle s'inscrit pas dans quelque chose qui est atomisé. C'est pas, si vous voulez, cette menace, elle apparaît pas de nulle part. Elle s'inscrit en plus dans un mouvement bien plus large, qui est un mouvement terroriste nationaliste et raciste qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux et qu'on commence à avoir plutôt bien identifié à l'international, avec des cas extrêmement symboliques. On peut penser à ce qui s'est passé avec Breivik en Norvège. On peut penser à ce qui s'est passé avec Copeland en Angleterre. Et pour les États-Unis, si je devais citer un auteur d'attentats de ce type. Franchement, si je devais faire la liste, j'en aurais pour 10 ans, tellement il y en a. Mais on peut citer par exemple Théodore Kaczynski. Ce qu'on observe, c'est que cette question des opérateurs isolés, elle représente une menace extrêmement claire, extrêmement nette, mais qui a l'air d'être un impensé juridique si on revient à ce qu'on a pu lire des déclarations du PNAT par rapport à leur qualificatif. En fait, la case terrorisme et infraction terroriste du PNAT, on a l'impression qu'elle a beaucoup de mal à réussir à s'adapter à cette forme spécifique de terrorisme. Ça vient, je pense, du fait que on est trop focalisé sur le djihadisme et que du coup, institutionnellement, on a fini par faire un rejet presque intellectuel de la notion de loup solitaire. Mais c'est pas un hasard, ça. En fait, si vous lisez la doc sur le terrorisme qui est communiquée par l'État, etc., presque toutes les écoles universitaires, quand on lit les sujets, c'est effrayant, tombent d'accord pour dire que la radicalisation terroriste en France ne serait en aucun cas, vraiment, c'est catégorique, un phénomène solitaire. C'est par exemple ce qu'a affirmé clairement la mission de recherche droit et justice sur les radicalisations de 2017 et ce que soutiennent des sommités nationales comme Gilles Kepel, qui affirmait même en 2015, je cite Gilles Kepel sur le sujet, « La théorie du loup solitaire, c'est un pur fantasme, ça n'a jamais existé. Il y a des individus qui agissent éventuellement seuls ou à deux, mais ils font partie de réseaux, ils ont été inspirés. Pour ceux qui ont pris la peine de s'intéresser à ce qu'a fait Daesh, cette théorie ne tient bien sûr pas une seconde. » Et il est là notre angle mort. Il est à 100% là. En fait, le problème, c'est pas le PNAT en lui-même. Le problème, c'est la manière globale dont on pense le terrorisme en France. À partir du moment où tu as quelqu'un comme Gilles Kepel, qui est une sommité, qui dit les loups solitaires, les opérateurs isolés, ça n'existe pas, et que cette pensée, elle est reprise par les experts qui conseillent nos décideurs politiques sur la prise en charge du terrorisme, en ne pensant jamais que ce terrorisme, il aura peut-être pas la forme du djihadisme, ce sera peut-être pas des gens issus de Daesh, ce sera peut-être des gens issus de l'extrême droite, ce sera peut-être une autre forme d'action,
ben en fait, on peut plus réfléchir à la réalité du problème dans sa globalité, et du coup, on ne regarde plus ce qu'on a factuellement devant nous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des affaires qui relèveraient n'importe où ailleurs du label de terrorisme commis par un opérateur solitaire, mais qui sont systématiquement sortis du terrorisme en France et renvoyés à une dérive individuelle pathologisante. Typiquement, ce qui s'est passé en avril 2025, là, le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée, je pense que, en fait, on a tous les éléments pour dire que ça pourrait être qualifié d'acte terroriste si on le met en contexte du terrorisme d'extrême droite. Mais c'est vrai qu'avec le modèle qu'on a, qui est calqué sur la pensée du djihadisme, bah, ça rentre pas dans la case. Donc ça paraît logique au PNAD de dire non, mais c'est pas du terrorisme, alors que quand on y réfléchit factuellement, ça devrait en être. En fait, si vous voulez, ils ont créé un logiciel extrêmement efficace sur la question du djihadisme, où dès qu'il y a une allégeance, même faible, à un groupe terroriste djihadiste, Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Et tout, il suffit que la personne elle se soit filmée, qu'elle en ait vaguement parlé, qu'on puisse la relier d'une manière ou d'une autre à cette idéologie, boum, l'alarme terrorisme, elle s'engage, toutes les lumières s'allument en route, et là ils sortent comme ça, Ghostbusters, pam 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 pam, c'est pas Ghostbusters, c'est la musique d'Inspecteur Gadget, mais vous faites avec, d'accord? Et ils sont là, oui, allons les arrêter, et c'est bien, et c'est très bien. Mais le problème, c'est que ce logiciel-là, ils savent pas comment l'adapter à l'extrême droite en France aujourd'hui. Ils voudraient avoir un équivalent d'Al-Qaïda. Ils voudraient avoir un groupe, typiquement le Ku Klux Klan ou un truc comme ça, etc. Mais aujourd'hui, l'extrême droite, elle ne fonctionne plus de cette manière-là. Elle a plus ses logiques. Et du coup, ils savent pas comment faire parce qu'ils sont là. Mais où sont les donneurs d'ordre? Où sont les groupes structurés? Où sont justement ces intentions très manifestes et très explicites de terroriser? Parce que c'est pas simplement que le crime est désorganisé, c'est que le crime est endogène. Le crime est endogène, vous comprenez? Il est à l'intérieur du pays. Quand vous avez une structure étrangère, extérieure, qui attaque un pays en envoyant une cellule à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile d'avoir une intention et de tracer cette intention malveillante. Mais quand la violence est endogène, quand elle vient de l'intérieur, ben en fait, c'est beaucoup plus diffus. Ça peut être quelqu'un qui adhère à 100% à l'idéologie, une idéologie d'extrême droite extrêmement violente, qui s'est radicalisé en s'entraînant, en achetant des armes et en se préparant à assassiner des personnes, qui commet un acte meurtrier, etc., etc. Mais pour autant, elle va peut-être quasiment rien en dire. Elle va pas forcément se filmer, elle va pas forcément l'écrire sur Facebook. Elle va se contenter d'écouter Zemmour à la télévision. Elle va se contenter d'acheter les livres de Renaud Camus sur le grand remplacement. Elle va se contenter de fabriquer comme ça sa représentation avec des discours qui n'ont pas besoin de venir d'une entité comme Al-Qaïda, puisque en réalité, il y a déjà diffusé dans l'intégralité de notre société tous les morceaux de ce discours discriminant et ultra-violent qui sont là. Donc l'aspect endogène, il est hyper difficile à voir, et parce qu'il va pas se manifester, la personne va pas dire « Ah, mais je fais partie d'eux », parce qu'elle a l'impression qu'elle fait partie de rien, alors qu'elle fait partie de quelque chose, en fait. C'est ça le concept d'une idéologie qui radicalise. C'est ça c'est le phénomène de brutalisation dont je parle dans La peur et la haine, dans mon bouquin. Où j'essaye d'expliquer à chaque fois que je passe à la télé sur ces sujets-là, j'essaye de leur dire arrêtez de chercher la radicalisation djihadiste. Vous cherchez des radicalisations qui sont des donneurs d'ordre et qui sont des types qui auraient limite écrit un livre pour expliquer ce qu'ils vont faire. Vous avez affaire à des gens qui ne se voient pas devenir terroristes. Ils sont tellement, à un moment donné, dans les représentations qui sont des représentations collectives, qui sont infusées dans notre société, que ça leur semble absolument ordinaire. Au moment où ils passent à la violence, ils ne se voient pas être terroristes. L'exemple parfait de ça, c'est Action des forces opérationnelles. Un groupe de survivalistes qui a voulu commettre des attentats islamophobes. Ils visaient des femmes voilées, ils visaient des imams, des prières de rue, ils avaient du napalm, ils avaient des armes. Il y a une vingtaine de membres qui ont été arrêtés. Quand on les arrête, ils sont choqués. Ils sont là, mais on n'était pas des terroristes. On était des survivalistes. On voulait prendre les devants sur la guerre civile, patati patata. Ils étaient tellement convaincus, Action des forces opérationnelles, d'être dans leur bon droit, que ce qu'ils faisaient, c'était pas du terrorisme. Ils avaient fait un site internet. Où ils expliquaient par A plus B tout ce qu'ils allaient faire. Vous vous rendez compte du truc? Tant qu'on déconstruira pas ça,
On comprendra pas les liens qu'il y a entre Papacito qui appelle à faire des ratonnades, Bruno Retailleau qui parle de barbares à propos de ce qui s'est passé samedi ou de retour, je sais plus comment il avait dit, aux origines, je sais pas quoi, par rapport à certaines violences et qui fait des liens entre immigration et délinquance, le Front National, Zemmour, etc. et tout quoi. On n'arrivera pas à faire le lien entre en fait la construction globale d'une représentation sécuritaire comme le centre de nos politiques publiques qui deviennent des politiques régaliennes, donc fondées sur l'idée de protéger la population d'une menace qui est finalement toujours ciblée sur certains groupes de la population, et des passages à l'acte violents au sein de cette même population envers les populations cibles du discours public. Tant qu'on n'a pas construit à un moment donné vraiment une théorisation politique et médiatique nette sur ce sujet-là, ce sera très difficile de lutter contre. On subit des attaques qui pourraient largement être qualifiées d'attentats terroristes, mais on n'a pas de cadre idéologique, socialement construit et mentalement pour pouvoir en fait catégoriser correctement ces affaires-là. L'exemple parfait, c'est William Mallet. William Mallet, donc, qui a assassiné 3 personnes à Paris. Il avait, avant son passage à l'acte, déjà attaqué un campement de migrants au sabre en criant « À mort les étrangers ». Après ça, il tue 3 personnes en 2023. Et lorsqu'il est arrêté, il dit aux enquêteurs, je cite, qu'il se considère comme un tueur raciste et qu'il avait envie, je cite toujours, de faire un attentat. C'est quand même pas rien. Là, on se dit, mais ça devrait être catégorisé comme du terrorisme. En plus, il a clamé à plusieurs reprises sa haine des étrangers, etc., etc. Pour autant, William Mallet, il n'est pas qualifié de terroriste. Et indéniablement, quand on voit ça, on ne peut pas se dire autre chose qu'il y a un trou énorme dans la raquette. On ne sait pas correctement envisager le terrorisme d'extrême droite en France. Et c'est d'autant plus bizarre que si on regarde du côté de la recherche anglo-saxonne, si on regarde du côté de nos voisins occidentaux, etc., ben en fait, les passages à la violence solitaire, comme ceux de William Mallet, au nom d'une idéologie raciste, discriminante, etc., et tout, c'est une particularité historique extrêmement nettement délimitée, dont on connaît les origines à l'extrême droite, parce qu'elle a été théorisée et encouragée par des suprémacistes pendant des décennies, des gens comme Louis Beam ou Tom Metzger, au point que dans beaucoup de pays, on considère que le passage à l'acte sous forme isolée, donc le fameux loup solitaire, se constitue en soi un mode d'action spécifique du terrorisme raciste et discriminatoire. En gros, ce que ça veut dire, c'est que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui a été tellement nettement théorisé, tellement nettement explicité et lié à l'extrême droite et à des mouvements d'extrême droite, qu'on considère ce type de passage à l'acte comme relevant presque par défaut, d'une forme de terrorisme d'extrême droite. La notion de loup solitaire, elle a été théorisée très très clairement par des idéologues de l'extrême droite, et c'est un modus operandi classique de l'extrême droite. Louis Beam, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'était un membre du Ku Klux Klan qui avait vu plusieurs projets d'attentats racistes déjoués et qui n'appréciait pas ça. C'est vraiment un méchant, hein, attention. Et pour répondre à ça, il a créé un concept qui est le concept de résistance sans chef, leaderless resistance. Il estimait que, en fait, pour lui, la meilleure façon pour des patriotes, je cite, violents d'agir, c'était de fonctionner de manière individuelle en créant, je cite toujours, de petites cellules individuelles de loups solitaires qui pouvaient éviter d'être piégés par les forces de l'ordre. Il y a un article du politologue Leonard Weinberg qui est dédié justement à la pensée de Louis Beam et qui explique sur le sujet que Beam croyait en ce que les psychologues sociaux appellent la contagion comportementale, ou ce que beaucoup désignent comme des actions d'imitation, copycat action. De petites cellules ou des individus isolés pouvaient s'inspirer d'événements rapportés par les médias de masse et réagir en conséquence sans coordination interpersonnelle. D'autres individus partageant la même idée, témoins de ces actions, prenaient alors les armes à leur tour et mèneraient leurs propres attaques contre les mêmes cibles ou des cibles similaires. Leonard Weinberg ajoute « Les propos de Beam ont trouvé un écho dans toute la sous-culture de l'extrême droite radicale américaine. Dans les années 1990, par exemple, le site internet de la White Aryan Resistance de Tom Metzger affichait en continu Lone Wolf au-dessus de sa bannière, incitant ainsi les visiteurs du site à comprendre le message et à agir en conséquence. » Ce qu'on voit, c'est qu'on nous dit oui, mais c'est difficile de catégoriser ces faits-là, naninana et tout. Et puis en fait, quand on regarde d'autres spécialistes internationaux, on se rend compte qu'il y a une historicité de ce type de passage à l'acte. On voit que c'est des passages à l'acte qui ont été conscientisés pour cibler des personnes qui ne seront pas forcément des adhérents de groupuscules comme le Ku Klux Klan ou l'Aryan Resistance, mais qui seraient des personnes prises dans les représentations racistes, armées et qui auraient une volonté de violence. Et on voit que ça participe d'une idéologie globale
qui est d'imposer les représentations de l'extrême droite par la terreur en commettant des attentats. Simplement, la forme de l'attentat, depuis extrêmement longtemps, à l'extrême droite, a été repensée hors de la structure du groupe. Notre modèle à nous, il est incapable de penser ça aujourd'hui. On a un modèle qui n'est pensé que pour quelque chose qui ressemblera à une action collective de groupes type djihadiste. Donc on arrive à arrêter des groupes en amont, on arrive à agir sur les groupes en amont. Dès qu'on a des opérateurs isolés, on est perdu. En gros, pour conclure, on voit qu'il y a un modèle du terrorisme d'extrême droite dont le fonctionnement est extrêmement spécifique. Et ce modèle, il ne rentre pas du tout dans notre définition actuelle d'une infraction terroriste telle qu'on la pense dans notre cadre juridique. Aujourd'hui, ce serait vraiment très très difficile de qualifier quelqu'un qui suit les protocoles, par exemple, du leaderless resistance prôné par Louis Beam à la lettre. Une personne qui ferait ça, on aurait beaucoup de mal à la qualifier de terroriste parce qu'on aurait en fait beaucoup de mal à prouver, après passage à l'acte, une infraction qui vise à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, à moins justement que le type ait filmé 10 vidéos hyper explicites comme on l'a vu samedi. Mais est-ce que on doit vraiment attendre des cas aussi vraiment explicites pour catégoriser le terrorisme d'extrême droite? Est-ce qu'on peut continuer à faire comme ça, comme si tous ces meurtres qui arrivent depuis des années ne relevaient pas d'un terrorisme qui cible très nettement certaines populations qui sont ciblées par certains discours idéologiques dans le but de les terroriser au principe justement de cette même idéologie nettement identifiée? Si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le but de l'antiterrorisme, c'est à la fois de sanctionner de manière spécifique et d'enquêter de manière spécifique sur les groupes terroristes, mais aussi de prévenir des passages à l'acte, au final, est-ce que notre hyper-focalisation sur le djihadisme, elle n'a pas totalement atteint sa limite? Est-ce qu'en se focalisant à ce point sur un seul type de risque, on n'est pas tout simplement en train de détourner automatiquement la tête de tous les autres? Et pire, est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer de notre mémoire collective des événements qui se dissolvent dans l'actualité parce qu'ils ne sont traités que comme des faits divers et que du coup on leur accorde pas l'importance qu'ils méritent? Aujourd'hui, l'extrême droite et son idéologie tuent. L'extrême droite, elle est terroriste et ça c'est factuel, mais sans l'institution pour appuyer ce constat, sans le relais médiatique pour le dire, en fait, ça reste très difficile de faire comprendre à l'intégralité de la population la menace existentielle, violente et globale que représente aujourd'hui l'idéologie de l'extrême droite. Et au final, ça participe d'une certaine manière de la transmission des idées à l'origine des passages à l'acte, à savoir les idées racistes, islamophobes et discriminantes. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner et à soutenir la chaîne sur Tipeee. Je rappelle que je suis indépendant, que je ne fais pas de publicité, que c'est grâce à votre soutien que je peux continuer à faire mon travail et à mener des recherches de fond sur des sujets que je ne pourrais pas traiter sinon la plupart du temps. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!